Bonjour, bienvenue à tous. Alors, ça commence à se connecter tranquillement. Bienvenue. Christine, Élise, Manon, Marine, Mathilde. Bon, je ne vais pas pouvoir suivre tous les prénoms. Aurore aussi. J'espère que vous allez bien. Alors, on va pouvoir échanger dans le chat. Vous pourrez poser vos questions, donc n'hésitez pas. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et est-ce que vous, où vous en êtes par rapport à la grossesse? Peut-être que vous êtes enceinte actuellement, vous avez un projet bébé ou vous avez été enceinte et voilà, vous voulez peut-être revenir, refaire une nouvelle grossesse, pardon. Ok, nickel, merci Mathilde, vous nous entendez. Alors, je suis ravie d'animer ce webinaire autour de la grossesse et des médecines douces. Bon, sujet qui m'intéresse particulièrement puisque je suis moi-même enceinte de 5 mois. Aujourd'hui, je suis accompagnée par 3 expertes en périnatalité du réseau Médoucine. Donc, Élodie Guillermet, ostéopathe. Bonjour Élodie. Bonjour. Alice Marie, qui est naturopathe. Bonjour à tous. Et Claire Et à Garnier, tous. sophrologue. Oui, je pense qu'on va être une majorité de femmes là. Bonjour, bonjour à toutes. Ok, super. Alors effectivement, déjà Mathilde, enceinte du 8e mois. Donc là, on a choisi 3 pratiques qui sont quand même très prisées pour accompagner les femmes enceintes pendant la grossesse. Donc, c'est des pratiques qui peuvent soulager les troubles, sachant que la prise de médicaments est souvent limitée. Donc, au lieu d'aller vers les médicaments, l'idée, c'est de trouver des moyens naturels pour se faire du bien. Et puis aussi, toute la préparation jusqu'à l'accouchement. Donc, vous pouvez déjà poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et pour nous présenter rapidement, donc moi, c'est Aurore de Médoucine. Alors, si vous ne connaissez pas Médoucine, c'est un réseau de praticiens en médecine douce certifiés et recommandés par leurs clients ou leurs pairs. Vous pouvez facilement trouver un praticien près de chez vous et prendre rendez-vous en ligne directement sur le site. Donc, on a des praticiens au-delà des 3 pratiques dont on va parler aujourd'hui. Il y a aussi la médecine traditionnelle chinoise, l'hypnose, la réflexologie, l'ayurveda. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de maintenir une santé au naturel en prévention ou en complément de la médecine allopathique. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais laisser la parole à mes expertes qui sont là. Je vais vous partager une petite présentation. Je pense qu'on va commencer avec l'ostéopathie, avec Élodie. Alors, l'idée, c'est qu'elles vont présenter un petit peu leur pratique chacune avec un focus sur la périnatalité, sur la grossesse. Et puis après, on rebondira en fonction de vos questions où chacune va apporter un petit peu des éléments de réponse pour vous aider. J'espère que ça vous convient. Et bonjour à tous, donc des 8e mois de grossesse, 13 semaines, enceinte du premier enfant. Nous aussi, on est ravis. Projet bébé, ok, super. Alors, je vais partager une petite présentation. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Ok. Alors, donc on commence par l'ostéopathie. Donc, rebonjour à toutes. Déjà, donc en fait, merci à Médoucine donc, de nous proposer cette conférence en visio donc, pour accompagner au mieux les femmes enceintes, puisque donc c'est un moment particulier dans la vie d'une femme. Donc, je trouve que ça nécessite donc un suivi particulier et spécifique, à la fois médical et aussi à la fois avec tout ce qui est médecine douce, comme l'ostéopathie, la naturopathie, la sophrologie et donc toutes les autres disciplines que tu disais, Aurore. Donc, en fait, durant la période, durant la grossesse, donc la femme, donc, elle va subir certains changements physiques, posturaux, morphologiques, aussi émotionnels, physiques et hormonaux, donc ils peuvent créer des douleurs et des troubles fonctionnels. Donc, l'ostéopathie, ça va vraiment être adapté pour la femme enceinte, du coup, pour lui éviter de prendre des médicaments. Donc, je vais commencer par une petite présentation sur l'ostéopathie. Donc, l'ostéopathie, c'est une discipline de santé en fait exclusivement manuelle. Donc, en fait, le but de l'ostéopathie, c'est de vraiment chercher donc la cause des troubles et des douleurs, pas seulement le symptôme.
Donc, en fait, on va commencer par un interrogatoire, voir quel est le motif de consultation, faire des liens éventuels avec des antécédents. Ensuite, donc, on va faire un bilan. En fait, avec les mains, l'ostéopathe cherche des tensions. Donc, ça va être des zones du corps, en fait, qui vont être hypomobiles, en restriction de mobilité, et par des techniques ostéopathiques. Donc, par exemple, sur les articulations, les muscles, les viscères comme les intestins, et aussi donc des techniques sur le crâne et sur le système neurovégétatif. Donc, on va permettre donc de rendre de la mobilité. Et donc, on va avoir une action sur les douleurs et les troubles fonctionnels. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Donc, durant la grossesse spécifiquement, donc l'ostéopathie va vraiment aider la femme enceinte donc, à éviter une prise de médicaments. Donc, les techniques sur la femme enceinte, elles sont douces et non douloureuses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une femme enceinte veut aller voir un ostéopathe, je lui conseille vivement donc, de choisir donc, un ostéopathe spécialisé en périnatalité. Donc la périnatalité, c'est ce qui concerne la femme enceinte. Aussi, avant donc, de devenir enceinte, puisque donc, j'ai vu qu'il y avait une dame, elle avait en fait un projet de bébé. Donc en fait, elle peut donc, consulter un ostéopathe pour son projet de bébé. Ça va améliorer la fertilité et aussi en postpartum. Donc vraiment, donc là, le but de l'ostéopathie, c'est de diminuer, voire de faire disparaître donc, les douleurs et les troubles fonctionnels. Et donc, la femme enceinte donc, va pouvoir vraiment mener en fait une grossesse harmonieuse et vraiment sereine. Parce que donc, ça peut être un moment assez stressant, puisque donc, le corps il change et surtout que le but, donc, c'est donc, la découverte d'un petit humain. En ostéopathie, on va agir sur les troubles neurovégétatifs comme les nausées, les vomissements. Donc, ça peut être normal lors du premier trimestre, sauf qu'en fait, certaines femmes enceintes vont avoir vraiment donc, des nausées et des vomissements tous les jours. Ils peuvent parfois durer au second trimestre, voire au troisième trimestre. Donc, on a d'excellents résultats par rapport à l'ostéopathie. On peut agir aussi sur les troubles de l'odorat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme enceinte, elle aura en fait un odorat hyper développé. Donc, c'est en fait une protection, sauf que certaines femmes vont avoir vraiment donc, des troubles de l'odorat qui vont les gêner dans leur vie quotidienne. Et souvent, donc, c'est causé par des tensions crâniennes ou alors en fait une stase veineuse au niveau du crâne. Ensuite, donc, on va aussi agir sur les troubles de la digestion, comme les remontées acides, la constipation, les ballonnements, les douleurs à l'expulsion des selles et les hémorroïdes. Donc, ça va vraiment venir vers le deuxième, voire le troisième trimestre. On va aussi agir sur les troubles du sommeil. Donc, en ostéopathie, on va vraiment améliorer donc, la qualité de sommeil de la femme. Donc, comme trouble du sommeil, en fait, on peut avoir donc une difficulté pour s'endormir, des réveils nocturnes fréquents. On peut aussi avoir dormi 9 heures d'affilée et donc se réveiller très fatigué, comme si, mais qu'on n'avait pas dormi. Et aussi, c'est très important qu'une femme enceinte, elle ait donc un sommeil de qualité, parce qu'en fait, il faut qu'elle soit en forme le jour J, donc le jour de l'accouchement, parce que donc l'accouchement, c'est un effort physique intense. Et aussi, donc la femme, elle peut aussi être gênée, par exemple, lorsqu'elle se retourne dans le lit, elle peut être réveillée par une douleur. Donc aussi, le but, c'est en fait de retirer cette douleur. On va aussi avoir donc les troubles de l'humeur comme l'irritabilité. Une femme enceinte, elle peut aussi être essoufflée parce qu'en fait, toute la masse viscérale, donc les intestins, ils vont être refoulés vers le haut, vers le diaphragme, puisque le bébé grandit. Donc, on va en fait pouvoir relâcher donc les tensions autour de l'utérus et surtout aussi de l'utérus, du coup, pour que la femme, en fait, elle soit moins essoufflée. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, on peut aussi agir sur les maux de tête, sur les douleurs articulaires, donc vraiment toute douleur articulaire, hein, douleur au niveau du dos, épaules, coudes, poignets, hanches, bassin, genoux, chevilles. On peut aussi agir, donc, ce qui est typique donc, de la femme enceinte, donc c'est le syndrome du canal carpien. Donc en fait, on va avoir une perte de la force musculaire dans les mains. Et aussi, on peut avoir donc, des signes comme des fourmillements ou des picotements dans le pouce, l'index et le majeur. Et en fait, donc, c'est dû donc, à une imprégnation hormonale sur les tissus. Et donc, en fait, on soulève, donc en ostéopathie, par des techniques spécifiques, donc on peut soulager ce syndrome. On peut avoir donc des dyspareunies, donc c'est des douleurs durant les rapports sexuels, parce qu'en fait, il y aura des tensions au niveau du petit bassin et au niveau du périnée.
Donc, il y a des douleurs au niveau des cicatrices qui peuvent se réveiller au niveau donc de la péridurale s'il y a eu des grossesses avant. Donc, ça va se traduire par une douleur au niveau du dos. On peut aussi avoir une douleur au niveau donc, de la cicatrice d'une césarienne ou d'une épisiotomie. Et aussi, on va soulager ce qui est jambes lourdes. Et aussi, donc, le premier aussi mot de la femme enceinte lorsqu'elle va voir un ostéopathe, ce sont les douleurs au niveau du dos. Donc, pourquoi est-ce qu'une femme enceinte, elle a mal au niveau du dos? En fait, c'est parce que donc, le centre de gravité il se déplace vers l'avant, donc il va y avoir beaucoup plus de contraintes au niveau du dos, surtout au niveau des lombaires. Parce que lorsqu'on est enceinte, du coup, avec le poids du bébé, ça, c'est que la lordose lombaire, donc la courbure lombaire, va être beaucoup plus accentuée, donc il y aura beaucoup plus de pression. Donc, je vous ai mis en fait un petit schéma. Donc, vous voyez qu'on peut avoir mal au cervical. Donc, c'est en fait le cou. Au niveau des dorsales, donc c'est le milieu du dos. Surtout, donc les seins grossissent puisqu'il va y avoir en fait une production de lait. Donc, puisqu'il va y avoir en fait une modification au niveau du thorax, donc ça peut induire certaines douleurs au niveau du milieu du dos. Évidemment, les douleurs au niveau des lombaires, donc c'est le bas du dos, et aussi donc des douleurs au niveau du bassin. Donc on peut avoir donc des douleurs ligamentaires au niveau du bassin qui sont normales parce que donc durant la grossesse, donc il y a une hormone qui va être produite, donc c'est la relaxine, et le but c'est de relâcher tous les ligaments. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'accouchement, le bassin, en fait, il doit être capable vraiment donc, de s'écarter pour bien laisser passer le bébé. Donc, en fait, on peut avoir des douleurs au niveau donc, des articulations sacro-iliaques. Donc, vous les voyez sur le schéma. Donc, on a donc il y en a deux, en fait, de part et d'autre du sacrum. Et aussi très important donc, de travailler, c'est le sacrum par rapport au coccyx. Donc, je reviens par rapport à l'articulation sacro-iliaque. Donc, on peut avoir certaines douleurs ligamentaires à ce niveau-là, mais ça va être aussi important de travailler ces articulations-là pour l'ouverture du bassin lors de l'accouchement. Parce que donc le bassin, il va vraiment en fait donc s'écarter lorsque le bébé va passer. Donc, le but, c'est vraiment d'empêcher au niveau mécanique. En fait, au niveau mécanique, le bassin, il doit être capable vraiment de s'ouvrir pour que l'accouchement, en fait, il se passe donc de la meilleure des manières possibles et qu'il ne soit pas non plus long avec un bébé coincé dans le bassin. On va aussi, du coup, agir sur le coccyx. Donc, c'est en fait une articulation entre le sacrum et le coccyx. Donc, c'est vraiment au niveau des fesses. Donc, il n'y aura pas forcément de douleur au niveau du coccyx durant la grossesse. Mais donc, on va le travailler en amont avant l'accouchement, en fait, donc pour empêcher l'entorse du coccyx. Parce qu'en fait, donc on est souvent, en fait, donc les femmes, elles prennent une péridurale et donc, en fait, elles vont pas forcément être bien positionnées parce qu'elles le sentent pas, puisqu'elles sont anesthésiées de par la péridurale. Et en fait, ce qu'il y a, c'est du coup, après l'accouchement, en fait, ce qui peut se passer, donc c'est une entorse du coccyx. En fait, l'entorse du coccyx, donc c'est vraiment une douleur intense. Au niveau médical, on peut la soigner que par la bouée en fait en étant assis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'entorse du coccyx crée en fait une forte douleur lorsqu'on essaye de se pencher et de se redresser. Donc ça serait vraiment dommage que la maman en fait elle n'arrive pas à se pencher et à se redresser pour prendre son bébé dans les bras. Parce que donc aussi le but de l'ostéopathie, donc c'est vraiment de relâcher toutes les douleurs au niveau du dos, tous les troubles fonctionnels, comme on a vu par exemple au niveau donc, de la digestion. Mais c'est que aussi, du coup, la femme enceinte, elle doit être en forme pour le jour de l'accouchement. Parce que comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment donc, un effort physique intense, donc il faut être en forme. Il ne faut pas être trop fatigué non plus. Et ça, c'est que ça va être fatigant. Donc, le but, c'est que le corps, durant l'accouchement, se fatigue le moins possible. Comme ça, maman et bébé, ils pourront faire connaissance. Donc, des petits conseils vraiment donc, pour éviter les douleurs. Donc, c'est déjà de consulter un ostéopathe. Donc, lorsqu'on est enceinte, on peut venir en fait en prévention. On n'agit pas forcément lorsqu'il y a des douleurs. Donc, en fait, au niveau littéraire, ce qu'on préconise, donc, c'est une consultation à chaque trimestre. Et aussi, oui, et aussi, donc, je lis sur le chat, donc, c'est vraiment en fait donc, l'ostéopathie pour tous les moments de la grossesse. Comme je disais, donc, c'est dans la littérature, donc, on préconise une consultation à chaque trimestre et du coup, une consultation avant l'accouchement. Mais aussi, ce que j'ai envie de dire aux mamans, mais c'est qu'elles consultent l'ostéopathe quand elles en ont envie et quand elles en ressentent le besoin, puisque c'est elles quand même qui connaissent le mieux leur corps. Donc ensuite, le but, ça sera d'éviter les douleurs parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme enceinte,
c'est pas une femme malade, donc en fait, elle peut continuer à rester active, à part certaines pathologies et donc certaines contre-indications. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous restez active, donc vous bougez, le corps humain est fait pour bouger. Donc plus vous bougez, plus votre corps il va être souple, plus il va être mobile, donc il n'y aura pas de douleur. Et donc s'il n'y a pas de douleur, en fait, on reste active. Alors que si, par exemple, en fait, on arrête de bouger, donc le corps, il va s'enraidir. Donc, dès qu'on va essayer de bouger, il y aura des douleurs. Et du coup, dès qu'il y a des douleurs, on arrête de bouger. Donc, c'est vraiment, mais en fait, un cercle vicieux avec le serpent qui se mord la queue. Donc, ce que j'ai envie de dire aux femmes enceintes, c'est bouger, marcher, marcher, marcher. Je sais que c'est pas forcément évident puisque donc il y a le couvre-feu. Certains départements sont en confinement, sauf qu'on peut toujours marcher 1 heure par jour chez vous. Donc, n'hésitez pas donc à marcher, à faire de l'exercice. Donc, les femmes enceintes, elles peuvent faire du sport, comme par exemple de la marche, de la natation, du vélo d'appartement. Ce qu'on va éviter pour les femmes enceintes, c'est vraiment donc tout ce qui est sport de combat, comme le karaté, judo, la boxe. On va aussi éviter tout ce qui est sport de saut, comme le tennis, le basket, le volleyball, le hand. Il ne faut pas aussi hésiter donc à faire de la natation. Genre, je sais que certaines piscines, même durant donc, la période de Covid, reçoivent avec un certificat médical. Donc, peut-être aller voir votre médecin pour avoir un certificat médical et faire de la natation. Mais déjà, marcher, marcher, marcher. Et aussi, marcher mobilise votre bassin. Donc, votre bassin, il va en fait rester mobile. Et donc, le jour de l'accouchement, en fait, il pourra bien s'ouvrir. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est en fait faire des exercices chez soi, par exemple sur un ballon suisse. Donc, c'est les gros ballons. Et en fait, donc on s'assoit dessus et donc on va faire des petits mouvements. Donc, d'avant en arrière, de droite à gauche et aussi donc des petites rotations. Peux-tu passer sur la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Aussi, donc, il y aura quelques bonnes postures à respecter. Donc, les femmes enceintes, ça va être déconseillé en fait de porter donc, des talons hauts et aiguilles. Souvent, ce qu'on recommande, donc, c'est pas des talons de plus de 4 cm et donc ça sera des gros talons. Petit mouvement de posture qui sera aussi valable pour tout le monde, pas que chez les femmes enceintes. C'est lorsqu'on veut ramasser quelque chose, c'est qu'on plie les genoux pour se baisser et en fait, on ramasse bien l'objet face à soi. Et donc, en fait, donc, on évite de se baisser en ne pliant pas les genoux pour éviter de créer des tensions. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que l'on se penche et que les genoux, en fait, ils sont pas pliés, donc en fait, on va mettre beaucoup de contraintes au niveau du dos. Donc, s'il y avait des tensions, certaines douleurs vont se réveiller. Ensuite, on va limiter les trajets en voiture. Donc, on va en fait éviter de faire un Paris-Marseille. Après, donc on peut conduire. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait qu'on va avoir toujours en fait une jambe plus sollicitée de par la pédale de l'accélérateur, donc ça peut créer des tensions. D'ailleurs, j'y pense, c'est que j'ai en fait oublié de parler donc, de la sciatique chez la femme enceinte. Donc, les femmes enceintes, elles peuvent avoir, donc ce sont des névralgies. Donc, souvent, c'est sur le nerf sciatique, mais donc on peut aussi en fait avoir sur d'autres nerfs. Donc, ça va créer des douleurs au niveau de la cuisse, mais donc une sciatique, ça va donner des douleurs au niveau de l'arrière, donc dans la fesse, dans la cuisse, dans le mollet, voire jusqu'au pied. Et donc, la sciatique de la femme enceinte, donc c'est vraiment en fait une sciatique spécifique. Elle peut être donc de droite à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Elle peut aussi être des deux côtés et donc c'est spécifique, donc c'est pas forcément dû donc à des contraintes au niveau de l'articulation, mais c'est qu'en fait on va avoir donc dans le bassin une stase veineuse qui va aller en fait surinformer les nerfs et créer une sciatique. Ensuite, il va falloir donc apprendre à bien sortir du lit. Donc pour bien sortir du lit, en fait, on va se mettre sur le côté, donc de préférence du côté gauche. Et ensuite, donc on va, donc une fois qu'on est sur le côté gauche, donc on va sortir en fait les pieds et donc de manière naturelle, donc on va en fait s'appuyer sur son coude gauche pour se relever. En fait, ça va vraiment diminuer tous les mouvements de torsion au niveau du dos, surtout au niveau des lombaires. Et aussi pour dormir, en fait, il va falloir trouver en fait une position confortable. Donc chaque personne a sa propre position confortable, mais souvent ce que les femmes enceintes, ce qu'elles choisissent, donc c'est de dormir en fait en chien de fusil du côté gauche. Et donc, ça peut être bien de vous aider de votre coussin d'allaitement et de mettre un coussin entre les genoux. Et aussi, je voulais juste faire un petit aparté. Genre, je sais, donc, il y a donc la naturopathe qui va vous parler de ça. C'est qu'aussi, donc, pour réduire les douleurs, en fait, on peut avoir aussi une action par l'alimentation, surtout en fait avec une alimentation antioxydante qui va avoir une action anti-inflammatoire. Donc, première chose, c'est de boire de l'eau.
donc au moins entre 1,5 litre voire 2 litres d'eau. Parce que ce qu'il faut savoir, donc, c'est le corps, s'il n'a pas d'eau, en fait, il ne peut pas se réparer. Donc, il y aura un peu plus de douleur. Et aussi, c'est que le bébé, en fait, il baigne, c'est dans du liquide amniotique. Donc, c'est aussi très important que le bébé, en fait, il ait de l'eau. Donc, ne pas oublier l'apport hydrique. Et aussi pour avoir, en fait, une alimentation anti-inflammatoire. Donc, on va privilégier tout ce qui est oméga 3, par exemple, l'huile d'olive, l'huile de chanvre, manger des oléagineux et aussi, de préférence, avoir une alimentation bio. J'en dis pas plus, du coup, puisque donc, la naturopathe, je ne vais pas empiéter sur son domaine. Donc, C'est ça, voilà, j'ai tu nous fais la terminé. transition. Tu nous fais la transition, merci. Merci Elodie, super. Et juste une petite question par rapport, parce que moi, il y a des gens qui me disent qu'il ne faut pas courir, mais ça dépend peut-être aussi du niveau de grossesse, c'est-à-dire quand il y a du poids, quand le bébé il commence à faire un poids, mais avant ça, on peut… Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que la femme enceinte, en fait, elle ne doit pas du tout, en fait, s'empêcher de faire du sport. Donc, j'ai certaines femmes enceintes, en fait, elles ne changent pas du tout leur habitude sportive, hein. Après, mais donc, si elles font de la boxe, en fait, évidemment, mais qu'elles vont arrêter. Mais en fait, s'il n'y a pas de contre-indication, une femme enceinte, elle peut continuer à courir. Après, donc, il faut toujours demander l'avis donc, de son gynécologue ou de sa sage-femme. Mais la semaine dernière, j'avais parlé donc, avec un de mes patients donc, qui est dans un club de sport de course. Et en fait, il a des femmes, elles courent presque jusqu'à la fin de leur grossesse. Donc, ça va vraiment dépendre des femmes enceintes et aussi en fait, si elles sont très fatigables ou pas et aussi si elles vont se sentir essoufflées. Parce qu'il y a certaines femmes enceintes, donc elles vont vraiment se sentir en forme durant la grossesse et d'autres qui vont vraiment être fatiguées. Donc, en fait, elles ne vont pas aller forcément courir, mais donc elles vont plus marcher. Ok, merci. Bon, on laisse la parole à Alice pour l'aspect naturopathie et puis après, on reviendra en fonction des questions sur nos sujets ostéo et autres. Ok, donc rebonjour à toutes. Donc, je vais faire un petit rappel de ce qu'est comme la naturopathie, voilà, pour peut-être celles qui ne savent pas. Donc, la naturopathie, c'est déjà une médecine traditionnelle qui s'appuie sur 5 principes physiologiques du corps humain. Donc, savoir se nourrir, savoir éliminer, savoir se reposer, savoir se recharger et savoir équilibrer le mental. Donc ça, c'est des principes qui avaient déjà été listés par Hippocrate à son époque. Donc c'est une médecine aussi holistique, donc on prend vraiment en charge tous les plans du corps et individuels, donc c'est personnalisé. C'est vraiment en fonction de chaque personne qui va venir consulter. Moi, personnellement, je travaille aussi beaucoup avec mon intuition, donc voilà, avec ce qui se passe au cours de la séance, de ce que je ressens, de ce que la personne me dit, etc. C'est vraiment individuel. Et c'est avant tout donc une médecine de prévention et de terrain. Donc elle est complètement indiquée dans le cadre d'une grossesse, parce que quoi de mieux qu'un bon terrain pour faire pousser une graine et donner la vie. Donc, en ce qui concerne la prévention, l'idéal, c'est vrai que ça serait de faire une consultation, en fait, de venir consulter 6 mois avant de mettre en place le projet bébé. Idéalement, hein, c'est pas toujours possible, mais voilà, l'idée, c'est de rendre ce terrain le plus fertile et le plus vivant possible. Et ensuite, pendant la grossesse, on va veiller au maintien de ce terrain qu'on aura déjà assaini, nettoyé, et puis de prévenir les carences dues aux besoins accrus du bébé, de soulager les maux de la grossesse s'il y en a. Donc, pourquoi 6 mois avant? Parce qu'en fait, ça permet de faire vraiment une cure détox. Et cette cure détox, elle est prohibée pendant la grossesse parce qu'on va on va remettre en circulation des toxines qu'on va essayer d'éliminer et ça pourrait être néfaste pour le bébé via le placenta qui pourrait le filtrer et ça arriverait jusqu'au bébé. Donc, le but de la détox, c'est de nettoyer le terrain, de l'assainir et de permettre à l'énergie vraiment de circuler dans tout le corps. Donc, je vais vous lister vite fait les 5 étapes du coup de la détox. Donc, encore une fois, qu'on fait avant du coup la grossesse. Donc déjà, nous, en naturopathie, on va vérifier qu'il n'y a pas de blocage d'énergie. En fait, on va avoir besoin de l'énergie pour lancer la détox. Et ce qu'on va essayer de voir surtout, c'est est-ce qu'elle n'est pas monopolisée dans le mental. Le but, c'est qu'elle puisse circuler partout. Donc nous, en naturopathie, on va travailler avec des techniques de gestion du stress, comme la respiration, la relaxation, les exercices de yoga, une activité physique douce, etc. Et puis, on peut aussi conseiller d'aller voir une ostéopathe, un ostéopathe, la sophrologie, l'acupuncture. Ça peut être aussi de mettre en place des thérapies brèves ou une constellation familiale si on voit qu'il y a vraiment des blocages d'énergie à ce niveau-là. On va s'assurer aussi, deuxièmement, qu'il y a suffisamment de recharge d'énergie. Donc, c'est d'avoir un bon sommeil, un repos suffisant dans la journée, donc essayer d'alterner des phases actives, des phases plus calmes, et puis un contact suffisant avec tout ce qui va nous recharger au niveau des éléments vitalogènes, donc la nature, le soleil, les ions négatifs si on fait une balade en forêt, etc. Donc ensuite, pour vraiment lancer la détox, là, on met en place des techniques de diététique.
Donc le but là, ça va vraiment être de forcer le corps à venir éliminer toutes les cellules endommagées, des mauvaises graisses, des toxines. Donc c'est pour ça qu'on fait une diététique pour que le corps vienne éliminer ça en priorité. En fait, quand on le prive un petit peu, le corps, c'est l'intelligence de la vie. Il va d'abord venir grignoter pour se nourrir tout ce qui est pas bon et tout ce qu'il faut éliminer. Donc pour ça, on peut utiliser, par exemple, on peut proposer à la jeune femme, à la femme de faire un jeûne intermittent, par exemple, de le mettre en place, ou de faire une monodiète un jour par semaine, ou alors de diminuer les quantités. C'est vraiment en fonction de la personne. Ensuite, on ouvre les émonctoires. Donc en naturopathie, ce sont les portes de sortie. Vu qu'on a remis en place en circulation les toxines, il faut qu'elles sortent, ces toxines. Ça, c'est super important. Donc il va y avoir l'axe foie-intestin. Donc, on va pouvoir drainer le foie, regarder s'il y a un problème de constipation, etc. Il y a la peau, il faut bien transpirer, que toutes les glandes soient ouvertes. Les reins, via du drainage, etc. Le poumon, favoriser une bonne respiration, parce qu'on élimine beaucoup d'acide avec le dioxyde de carbone. Et puis, utérus, ovaire, comment se passe le cycle, est-ce qu'il y a des douleurs, un syndrome prémenstruel, on va vraiment regarder tout ça. Et si besoin, on va assainir le terrain. Donc là, on va regarder aussi s'il y a des problématiques de mycose, de candidose, des infections urinaires à répétition, une dysbiose. Et tout ça, on va essayer de mettre en place des techniques. Voilà, je n'ai pas forcément le temps de les détailler, mais pour pouvoir assainir le terrain, faire en sorte que ce terrain il soit prêt, nettoyé, à accueillir un bébé. Et pour finir, du coup, après la détox, le but, c'est de lancer cette fois la revitalisation. La revitalisation, c'est une technique qu'on va pouvoir mettre après en place durant toute la grossesse finalement. Donc idéalement, on fait la revitalisation après la détox, donc 1 à 3 mois avant la grossesse. Et puis si on n'a pas pu se préparer avant, si ça arrive, si on est déjà enceinte, c'est pas grave, on peut le mettre en place pendant la grossesse. Donc les principes de la cure de revitalisation, donc je vais vous les lister. Il y aura un gros focus à l'alimentation parce que c'est surtout l'alimentation. Donc, l'idée, c'est qu'on va revenir à une alimentation qu'on appelle une alimentation humaine, en fait, physiologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne mange pas forcément de façon humaine. Ce qu'on nous vend dans les magasins, dans les supermarchés sous plastique, ce n'est pas forcément une alimentation humaine. Je suis dans le soleil, je ne sais pas si on voit. Donc l'idée c'est que on va essayer de respecter un ratio 80-20. En général, c'est bien pour se souvenir. En fait, ça va être 20% végétaux, 80% végétaux, pardon, et 20% animaux déjà. Et puis ensuite, on peut s'en servir en se disant 80% santé et 20% écart, petite envie, petit plaisir. Ça va être super important aussi de diversifier les protéines. Donc, protéines animales, un petit peu de viande rouge, pour celles qui mangent de la viande, ça va amener du fer, mais aussi donc viande blanche, poisson, des œufs, du fromage, et puis tout ce qui va être protéines végétales, donc les légumineuses, les oléagineux, les graines, les algues, les champignons. S'il y a des protéines, c'est vraiment important de varier l'alimentation. Ensuite, on va limiter au maximum ce qu'on appelle les aliments de tolérance. Donc les aliments de tolérance, c'est principalement la viande, surtout la viande rouge, la charcuterie, les céréales, surtout les céréales à gluten, ou trop riches en amidon. En fait, ces aliments, ils allongent considérablement la digestion, ils sont lourds à digérer. Donc en fait, ça nous prend de l'énergie pour pouvoir les dégrader. Et en plus, c'est des aliments qui vont créer des déchets métaboliques, donc qui vont venir encrasser le terrain. Alors que nous, justement, on l'a nettoyé avant. Le but, c'est que l'énergie elle circule le mieux possible, donc qu'il n'y ait pas d'encrassement. Ce qui est aussi le lit de l'inflammation et le lit des maladies, finalement, l'encrassage. Ensuite, toujours dans l'alimentation, on va supprimer ce qu'on appelle aussi, nous, les faux aliments. Donc, ça va être alcool, café, thé, chocolat. Donc voilà, café, thé, chocolat, en fait, c'est des aliments, enfin des faux aliments qui contiennent pas mal d'alcaloïdes. Et en fait, les alcaloïdes, ça va être une petite molécule qui va nous donner un coup de fouet, mais qui finalement, c'est comme un petit toxique et ça va demander de l'énergie à notre corps pour être éliminé par le foie. Donc l'idée, c'est d'arrêter le café ou vraiment de le diminuer. Si on peut remplacer le thé par des infusions, c'est mieux. Et puis voilà, le chocolat, essayer de le limiter le plus possible. Encore une fois, il peut y avoir des petits encarts, des petits écarts. S'il y a vraiment une envie, il faut aussi garder le côté plaisir, surtout. L'important, ça va vraiment être aussi de se faire confiance, de s'écouter, d'aller vers ses envies aussi. Et donc, dernièrement, super important, on va combler les carences donc, dans la cure de revitalisation parce que pendant la grossesse, le bébé puise beaucoup finalement de nos oligo-éléments, nos vitamines, nos minéraux. Notre organisme aussi, il a beaucoup de choses à produire, des hormones. Donc, il a vraiment besoin d'avoir tous ces stocks au maximum.
Et les besoins micronutritionnels essentiels pendant la grossesse, ça va être le fer, l'iode, le magnésium, la vitamine D, les vitamines B, mais surtout la B9, probiotiques, prébiotiques et les oméga 3. Déjà, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté aussi dans les modes de cuisson. On va essayer d'aller vers des cuissons douces, à la vapeur ou al dente wok, un maximum de fruits et de légumes crus. On met de la couleur, on met des épices, des herbes, voilà. Et tout ce qui va être super aliment qui vont pouvoir booster vraiment l'apport en vitamines, antioxydants, minéraux, etc. Donc, du coup, là, je peux en citer quelques-uns. Dans les super aliments, il va y avoir la gelée royale, si on a un coup de fatigue, le pollen, les jus de légumes frais à l'extracteur ou lacto-fermentés en magasin bio si on n'a pas de quoi les faire, tout ce qui va être fruits frais de saison, les tisanes, il va y avoir des tisanes qui peuvent reminéraliser par exemple, les coquillages, plutôt cuits du coup parce qu'on va éviter tout ce qui est cru, les algues, les acides gras oméga 3, super important, il y a les poissons gras, il y a les bonnes huiles, effectivement, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, les graines et les oléagineux aussi, c'est des bons acides gras, des bonnes protéines, des minéraux. La levure de bière aussi, c'est assez riche en vitamines du groupe B et en minéraux. Les légumes lacto-fermentés ou kéfir, kombucha, tout ça, ça va amener des bons probiotiques, des prébiotiques, donc pour la flore intestinale et pour favoriser encore une fois une bonne digestion, c'est super important. Donc voilà, ça c'était pour l'alimentation. Après, s'il y a des carences qui sont vraiment avérées ou qu'on va repérer nous pendant l'anamnèse ou via des bilans sanguins, on peut aussi se complémenter pendant la grossesse. Ça peut être très intéressant de faire des cures, ou même durant toute la grossesse, sauf le dernier mois, mais d'oméga 3, EPA, DHA. Tout le système nerveux du bébé va vraiment avoir besoin de ces oméga 3, et nous aussi. Ils ont plein de bienfaits, ils sont en plus anti-inflammatoires. On peut apporter des oméga 6 pour la peau de la maman aussi avec l'onagre ou la bourrache. On peut prendre des compléments des vitamines du groupe B, qui vont être intéressants, dont la B9, mais c'est bien de les prendre en complexe, les vitamines du groupe B, plutôt qu'isolées. On peut prendre du magnésium, de la spiruline, qui est aussi très complète, avec plein d'apports super intéressants. Une cure d'eau de Quinton pour se reminéraliser. Il y a aussi la POP, qui est une petite poudre d'huître, qui est très riche en minéraux. Voilà, il y a l'argile, il y en a plein d'autres, mais voilà. Il y a aussi beaucoup de plantes qu'on peut prendre dans le cadre de la grossesse, mais ça serait plus pour aider à soulager des maux de la grossesse. Ensuite, un petit point sur la digestion, parce que donc l'alimentation, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi avoir une bonne digestion. Donc bien mastiquer, déjà, ça aide beaucoup. Manger dans le calme, manger aussi quand on a faim, parce que finalement, des fois, on se force et en fait, les enzymes et tous les sucs digestifs, ils n'ont pas été préparés parce que la première phase de la digestion, elle est vraiment cérébrale. Il faut avoir faim, il faut saliver pour que tout soit prêt. Donc c'est important aussi. Et puis veiller à l'intégrité de la muqueuse intestinale. Mais voilà, d'où la préparation aussi en amont de la grossesse. C'est mieux de pouvoir d'avoir pu travailler sur ça avant. Où est-ce que j'en suis? Donc pour finir, du coup, sur la revitalisation, là on sort de l'alimentation, mais donc pareil que dans la détox, en fait, on va optimiser aussi tout ce qui est recharge d'énergie, repos, sommeil, l'extérieur, des activités avec des gens qui nous font du bien. Le sport, effectivement, des pratiques qui nous rechargent, qui nous boostent. On favorise sa bonne circulation. Donc, pareil aussi avec l'activité, il faut être en mouvement. Effectivement, je rejoins du coup les conseils précédents. Il faut bouger, il faut marcher, il faut que ça circule. Voilà. Et on se protège aussi de tout ce qui va être pollution électromagnétique et pollution chimique. Donc ça, voilà, c'est vraiment dans le cadre de la grossesse. On essaie d'éteindre la télé, le Wi-Fi le soir. On fait attention aux pesticides de la maison, aux produits d'entretien. On essaie vraiment de se préserver de tout ça. Du coup, je vais passer au focus. Je regarde un petit peu le timing, mais je passe au focus du coup sur les maux de la grossesse. Donc, la constipation, effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup pendant la grossesse, c'est surtout à cause de la progestérone aussi. Après, on peut être sujet déjà de base à la constipation. Donc déjà, on boit suffisamment, on ajoute des fibres dans son alimentation, donc on augmente vraiment la ration de végétaux. Et puis après, des petites choses qui peuvent aider, ça peut être le psyllium ou les graines de lin qui vont venir lester, favoriser du coup le transit. On peut faire des petites cures aussi, radis noir, artichaut ou fumeterre, en teinture mère ou en ampoule. Donc là, ça va pas être de la détox parce qu'il n'y a pas de diététique, ça va venir juste drainer le foie et permettre aussi d'avoir suffisamment de bile qui va venir aider les selles justement à ce que le transit se passe bien. La respiration diaphragmatique, super important pour vraiment masser toutes les viscères et que tout circule bien comme il faut.
Le bain dérivatif aussi, donc, qui se pratique en appliquant du froid sur toute la région du périnée, ça marche très bien. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté? Après, il y a aussi des teintures en mer ou des bourgeons comme marron d'Inde, bourgeons de marronnier qui vont aussi pouvoir aider. Au niveau des nausées, donc voilà, qui peuvent être très contraignantes au début de la grossesse ou le fait de ne pas avoir faim, l'inappétence. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi déjà de se faire confiance et de faire confiance en son corps. Le corps, au début, si on n'a pas faim, il ne faut pas forcément se forcer. Il faut vraiment essayer d'aller vers ce qui nous fait envie, d'aller vers ce qui est aussi le plus cru, le plus naturel possible, le plus vivant. Donc les jus de légumes frais, ça peut vraiment bien passer. Après, on parle aussi souvent du gingembre, donc ça peut être en pulpe séché ou frais, ça peut être via des infusions, via une teinture mère. On peut aussi voilà, sucer un petit bout de racine. Après, quand on n'aime pas le gingembre, ça peut être des infusions ou des teintures mères de cardamome, mélisse, la passiflore. Et un complément à base de vitamine B6, a priori, ça a aussi des bons résultats sur les nausées. Et pour l'inappétence, le fait de vraiment pas avoir faim, une teinture mère de marjolaine et mélisse, ça peut aussi aider à retrouver l'appétit. Ensuite, la fatigue, donc le repos évidemment. Et après, tout ce qui est alimentation vivante, c'est vraiment ça qui va nous rebooster. Donc, encore une fois, les jus de légumes, des fruits frais, des légumes en crudité, des salades, tout ce qui va vraiment demander peu aussi d'efforts au corps à digérer. Et en plus voilà, du reste de l'alimentation, ça va rebooster. Et en bourgeon, parce que j'aime bien utiliser les bourgeons pendant la grossesse, parce que c'est une méthode douce et puis une méthode aussi avec une dimension énergétique. Donc il y a le bourgeon d'arbousier et le bourgeon de cassis qui peuvent être intéressants en cas de fatigue. J'essaie de me dépêcher. Donc ensuite, pour les problèmes digestifs et les problèmes de reflux, ça qui peuvent être vraiment contraignants aussi. Donc on va essayer d'apaiser toute la muqueuse digestive et de faciliter la digestion. Donc ça peut être une petite cure d'argile quand on a des remontées acides qui peuvent venir à calmer, apaiser. Le jus de pomme de terre aussi, c'est très bien pour apaiser les remontées acides. Après, on peut prendre des petits compléments de lithotam, c'est une algue riche en minéraux, et puis des fois, elle fait partie aussi de petits complexes anti-acides, stop acide. Il y a plusieurs labos qui en font, qui sont complètement naturels et qui peuvent venir aider à réguler un peu l'acidité de l'estomac. Sachant qu'il doit quand même rester acide pour bien digérer l'estomac. Encore une fois, le gingembre, ça aide vraiment à digérer, ça améliore la digestion. Le bourgeon de figuier, ça apaise aussi l'estomac, c'est super bien. Et puis, faire des plus petits repas aussi. Le temps qu'on a ces problèmes digestifs, ces reflux, on va fractionner un petit peu plus les repas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, peut-être les jambes lourdes, voilà, qui peuvent. On a les jambes qui gonflent, c'est souvent très contraignant. Ça va peut-être plus arriver en été ou selon si on a des fragilités veineuses ou non. Mais pensez vraiment, tous les soirs, on essaie de mettre ses jambes en hauteur, le long d'un mur, et puis on va venir prendre ses chevilles et puis masser, faire un espèce de petit drainage en remontant du coup de la cheville, tout le mollet, jusqu'en haut de la cuisse. Les bains tièdes aussi, ça va équilibrer les masses sanguines, c'est intéressant. La respiration diaphragmatique, toujours vraiment respirer avec le ventre pour mobiliser le diaphragme et faire que ça remonte bien. La marche, évidemment, il ne faut pas rester statique. Et puis en bourgeon, le bourgeon de marronnier, et en plante, en teinture mère, il y a aussi le cassis, la vigne rouge, le marron d'Inde, c'est des plantes qu'on peut prendre pendant la grossesse. Ok, merci Alice. Ouais, du coup, je finis. Je voudrais juste un petit mot de la fin. Vas-y. Juste, pareil, pour rejoindre aussi ce que disait c'était Élodie. En fait, aujourd'hui, la grossesse, elle est trop médicalisée. En fait, et souvent en allopathie, on traite ça comme une maladie, mais la femme enceinte, elle n'est pas malade. Et il faut vraiment revenir aussi à la confiance, à l'intuition. En fait, voilà, la femme, c'est elle la plus à même de savoir vraiment ce qui est bon pour elle. Et il faut, voilà, faut essayer de se renseigner, d'être le plus autonome possible, d'être au courant de ce qui se passe dans son corps pour qu'elle reprenne un petit peu le pouvoir et surtout qu'elle reprenne le chemin de son intuition pour savoir ce qui est bon pour elle. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord, hein. J'ai des conseils de manger plein de fois dans la journée, mais moi, j'ai pas faim le matin, je continue de m'écouter, je mange quand j'ai faim et Voilà, ouais. je suis d'accord avec toi là-dessus sur ce conseil. Ok, bon, Merci j'ai beaucoup. été un peu vite, mais j'avais plein de choses à dire. Ouais, il y a plein d'infos. De toute façon, j'enverrai le replay et je pense que voilà, on pourra reprendre pour se relister. Voilà, tu parlais de plein d'infusions, les bourgeons, c'est intéressant. Donc merci et puis on prendra les questions après. Je vais laisser la parole à Claire sur la sophrologie qui va nous faire aussi une petite séance de relaxation, je crois. Oui, c'est ça. Merci Élodie, merci Alice pour toutes
ces informations. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, Alice, la partie confiance en soi, s'écouter, la sophrologie est un bon outil pour voilà, être à l'écoute des besoins de son corps, trouver l'apaisement. Donc, je vais expliquer la sophrologie en 3 points. Tout d'abord, une définition un peu générale, d'où la sophrologie vient. La sophrologie, comment elle vous accompagne tout au long de la grossesse et différents trimestres. Et j'aborderai aussi la partie postnatale, qui est aussi tout aussi importante que la grossesse, où bah, là, il y a toute cette partie de se revitaliser, retrouver son énergie et se réapproprier son corps qui sera un petit peu différent. Donc, tout d'abord, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui a été inventée dans les années 1960 par un neuropsychiatre, Monsieur Alfonso Caicedo, et ça s'appuie sur plusieurs principes. Tout d'abord, l'harmonie physique et mentale. Donc, être vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans l'esprit, retrouver cette connexion. La capacité à se projeter positivement, retrouver le positif, les sensations agréables dans le corps, les pensées agréables. Il y a aussi toute la partie adaptabilité. Donc, à chaque personne, en sophrologie, on va avoir des outils de respiration, des mouvements à réaliser, et ça va être vraiment adaptable à chaque personne et à chaque moment de sa vie. Et l'objectif vraiment, c'est de gagner en autonomie. Vous allez avoir vous allez construire une boîte outils avec votre sophrologue, que ce soit en groupe ou en individuel. On va vous fournir un ensemble d'exercices, d'outils, et puis en les testant, en vous entraînant, vous allez voir, bah, ça me correspond, ça, je le vis bien, ça, bon, bah, je ne suis pas réceptive. Donc, c'est vraiment une méthode qui est adaptable à chacune. Et donc, pour la partie de la grossesse, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comme ça on tient le timing. Au niveau de la sophrologie en prénatal, on peut commencer tout à fait à partir du premier trimestre en fonction de comment on vit la grossesse. Si c'est quelque chose qui nous procure beaucoup de peur, d'inquiétude, dès le début, il faut prendre conscience aussi de son schéma corporel qui se modifie. On peut avoir des modifications, des nausées, de la fatigue, cette sensation aussi d'essoufflement, l'image du corps qui évolue au fil des mois. On a aussi cette partie émotionnelle où parfois on va avoir des phases très hautes, très positives, des fois des phases où on est totalement fatigué, on est un peu plus négatif. Et puis, il faut aussi se préparer à accueillir la vie en soi, donc le bassin qui bouge. En fin de premier trimestre, début du 4e mois, on a les petits mouvements qu'on commence à percevoir. Donc, c'est vraiment un bon moment si vous êtes assez assujetti au stress, à la fatigue chronique, troubles du sommeil, hypersensibilité. C'est un moment pour faire une première consultation, tout simplement. Voilà, pour apprendre des techniques de détente. Alors, ça peut se faire assis, de manière allongée. Et on va travailler sur la respiration et vraiment dans le scan corporel, typiquement, voir ce qui se passe d'agréable, de sentir la détente. Parce que des fois, on va avoir la mâchoire complètement contractée et il ne se passe rien et on ne s'en rend pas compte. Et donc, à travers la respiration et la mise en détente du corps, voilà, on va retrouver de la place et de l'espace. Donc voilà, au cours du premier trimestre, les exercices de respiration, de mouvement, inspirés du yoga et de la méditation, vont vous aider à apprendre à lâcher prise au niveau du mental, au niveau du musculaire, être à l'écoute vraiment des besoins de votre corps. Voilà, c'est vraiment une période, la grossesse, où on s'écoute. C'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui savez dire là j'ai mal, mon niveau de douleur c'est ça, et personne ne peut le contredire. Et grâce à des exercices de respiration spécifique avec la sophrologie, vous allez pouvoir avoir une bonne oxygénation des cellules pour la maman, pour le bébé. Je rappelle que pendant la grossesse, on peut avoir jusqu'à 20-30% de ses capacités respiratoires qui diminuent. Donc voilà, c'est important. Si vous avez l'accompagnement en ostéopathie, vous allez travailler sur la mécanique, mais de s'entraîner, d'avoir la bonne posture et les bons exercices de respiration pour vous, c'est important pour vraiment vivre cette grossesse le plus agréable possible, de rester en mouvement. Quand vous allez marcher, pas vous sentir forcément essoufflé. Au niveau du deuxième trimestre et troisième trimestre, il y a vraiment la vie qui s'éveille en vous. Donc, les mouvements du bébé deviennent plus forts. Ça commence à pousser un petit peu au niveau de l'abdomen, en haut, en bas.
On peut avoir parfois aussi des contractions. Et puis, il y a les peurs, les inquiétudes qui peuvent aussi augmenter au fur et à mesure que les derniers mois, les dernières semaines arrivent. Est-ce que je vais être capable de pouvoir accoucher? J'ai un projet de naissance spécifique, comment je m'y prépare? Est-ce que j'ai une bonne gestion de la douleur? Donc tout ça là, au niveau physiologique, mais aussi au niveau mental, il y a une vraie ébullition. Et donc la sophrologie vient vraiment en complément de la préparation que vous pouvez faire avec les sages-femmes en maternité en vie. Donc on ne se substitue pas du tout à cette préparation, ou quand elle est à la maternité, les positions d'accouchement, etc. Mais en tout cas, la sophrologie peut vraiment vous aider à être actrice de ce qui se passe dans votre corps. Donc, on va apprendre typiquement dans le dernier trimestre, ou même au niveau de vos congés maternité, c'est quelque chose, on a assez le temps pour travailler dessus, surtout si vous avez gardé une activité sportive, vous êtes mobile. On va travailler beaucoup sur des exercices de respiration alternés, le travail de la respiration, de la vague respiratoire, ou justement gérer une respiration dans l'effort. On va faire des exercices de visualisation, visualiser les différentes parties de son corps, justement en s'appuyant de ce que vous avez pu voir en préparation avec la sage-femme. Et on va vraiment travailler sur le renforcement des capacités physiques et mentales à se projeter positivement dans les étapes de l'accouchement, malgré qu'il peut avoir la douleur. En fait, la douleur, avec la sophrologie, plus on va s'entraîner à respirer, à visualiser les étapes de l'accouchement, plus vous allez voir la douleur comme quelque chose d'utile, et pas créer de la résistance en fait au niveau de la douleur. Je vais enchaîner rapidement du coup sur la partie postnatale. L'enjeu vraiment sur la période postnatale, c'est de se réapproprier son corps, son énergie. Souvent, les sages-femmes vont parler de la suite de couches qui dure environ 40 jours, où on va avoir encore des douleurs dans le bas du corps, l'utérus qui se rétracte, la chute hormonale, aussi le bébé qui est à l'extérieur, et vous, du coup, on a le ventre un petit peu physiquement, on se dit, mais est-ce que c'est mon corps Donc vraiment, on peut travailler sur cette acceptation du nouveau moi, refavoriser l'équilibre émotionnel, parce que le niveau d'hormones va mettre aussi plusieurs semaines à se remettre, et aussi diminuer à travers des exercices de respiration synchronique et du yoga en position allongée ou semi-allongée pour décharger le périnée, réétirer bien le dos pour retrouver son corps petit à petit. On va faire donc ces exercices de respiration et ces mouvements de yoga pour gérer la fatigue, et aussi avec la respiration diminuer les sensations de fatigue chronique, les sensations de vulnérabilité, d'insécurité qu'on pourrait avoir. Et si tu m'autorises, Aurore, je vais faire 5 minutes tout de suite de séance. Voilà. Donc okay. Ça, cette séance, c'est quelque chose que je propose dès le 4e mois, en général quand on sent les mouvements du bébé. Mais là, si vous êtes en tout début de grossesse ou pas forcément, on va faire un scan corporel et on va se concentrer sur la respiration abdominale. La respiration abdominale qui est vraiment une respiration importante pour chercher la détente profonde au bord du sommeil. Donc, et après, donc, je te laisse faire ton petit exercice, et après, on va prendre vos questions, et comme ça, on va tout pouvoir y répondre. Voilà, très bien. Donc, si vous êtes bien installé chez vous, je vais vous proposer d'isoler des bruits du monde extérieur, de fermer tout simplement les yeux. Voilà, de poser les mains au niveau de votre abdomen. Voilà, prendre ce temps pour vous. Tout d'abord, vous concentrez sur le visage, les yeux, les joues, la mâchoire qui descend vers le bas. Inspire. Expire, accueillez la détente, le relâchement au niveau du visage. Puis vous allez laisser descendre la détente au niveau du cou, de la nuque, des épaules. Bien abaisser les épaules, refaire de la place au niveau du haut du corps. Sentir peut-être le passage de l'air au niveau de la gorge. Puis vous allez vous concentrer au niveau de votre cage thoracique.
de sentir le mouvement au niveau de la cage thoracique. Si vous avez du mal à sentir, vous pouvez poser tout à fait les mains au niveau des côtés des côtes. Ça va vous aider à sentir le mouvement à l'inspire, la cage thoracique qui s'ouvre et à l'expire, la cage thoracique qui redescend. Là, vous faites plus d'espace pour le cœur, les poumons. Inspire. Expire, laissez descendre. La détente au niveau de votre abdomen. Voilà, les deux mains au niveau de l'abdomen, sentir le ventre qui se gonfle à l'inspire. Et à l'expire, le ventre qui se relâche très tranquillement. Donc notamment pour les personnes qui sentent leur bébé bouger, peut-être même bouger les mains au niveau du ventre à l'inspire, à l'expire, de percevoir sa position. Voilà, à chaque expire, d'envoyer vraiment de la détente dans la zone de l'abdomen. Voilà, pour assouplir un peu plus la peau. Parfois, on croit qu'on n'a plus de place, mais en respirant plus calmement, en posant la respiration, voilà. Vous créez de l'espace dans l'abdomen pour relâcher totalement le système digestif, la colonne vertébrale aussi qui se relâche jusqu'en bas, maintenant du coup jusqu'au coccyx, chaque vertèbre, chaque cartilage se relâche. Inspire, expire, voilà, sentir bien la connexion avec votre bébé, avec votre respiration, lui envoyer tout le calme, toute la détente. Peut-être ressentir en vous la confiance. Confiance dans tout ce que vous mettez en place pour ce projet de naissance. Puis vous allez bien relâcher les fessiers sur la chaise ou sur le fauteuil, là où vous êtes installé. Relâchement des cuisses, des genoux, des mollets, des orteils. Même si ça dure quelques instants, essayez de percevoir quelle zone du corps se relâche. Est-ce que vous sentez plutôt de la légèreté, de la chaleur, de l'ancrage? Peut-être aussi des pensées positives qui viennent. En tout cas, plus de concentration sur vous, sur votre corps. Voilà, et très calmement, quand vous serez prête, vous pourrez bouger tranquillement les orteils, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, le haut du corps. Vous étirez, bâillez. Et quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez ouvrir les yeux très tranquillement. Voilà, peut-être que ça vous laisse émerger quelques questions sur tout ce que vous avez pu avoir comme information. C'est très dense, j'imagine bien. Merci Claire. Ouais, c'est vrai que là, on a plein d'infos là de vous toutes. Un grand merci. Très intéressant. Alors, il y a pas mal de questions naturopathie sur des plantes à prendre en cas d'insomnie pendant la grossesse, les complexes de vitamines préconisés, les tisanes aussi, et une question sur le poisson. Quelqu'un qui demande qui a l'air de... On a dû lui dire qu'on doit en consommer une fois par semaine maximum enceinte. Alice, est-ce que tu peux réactiver ton micro? Pardon, j'avais dû le couper. Ouais. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Yes. Donc effectivement, j'ai vu les petites questions. Donc, en infusion, pendant la grossesse, il y en a beaucoup qu'on peut prendre. Les infusions, pour le coup, c'est quelque chose d'assez soft, donc il n'y a pas de souci. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Si c'est plutôt de l'apaisement, par exemple, quelle plante à prendre en cas d'insomnie, une infusion, par exemple, de passiflore aubépine, ça peut être intéressant pour le sommeil. La mélisse pour la digestion, ça va être intéressant. Après, ça peut être du romarin. Si on des infusions avec plusieurs plantes, mais voilà, la principale, par exemple, si on parle du romarin, ça va être pour aussi drainer le foie, c'est aussi une tonique. Et pour le sommeil, juste ajouter aussi des fois une petite cure de magnésium, ça peut aussi aider s'il y a aussi de la nervosité, etc. Après, il y avait l'histoire des poissons.
les poissons, en fait, voilà, à un moment, il y a eu une peur des poissons, c'est surtout ce qui va être métaux lourds. Il y a certains poissons qui vont être de plus en plus concentrés en métaux lourds, mais en fait, ce sont les gros poissons qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Donc, pour moi, les poissons, on peut manger un poisson blanc et 2 poissons gras par semaine. Donc, sardines, maquereaux, ça va être des poissons gras, qui sont voilà, des sardines, c'est des petits poissons, et maquereaux aussi. Et puis, un poisson blanc, un cabillaud, un colin, quelque chose comme ça. Et l'idée, donc ça va remplacer du coup une viande. Et l'idée, c'est de prendre que maximum une protéine animale par jour. Donc, si le midi, vous faites viande ou poisson, le soir, d'aller plutôt vers quelque chose de végétarien en ajoutant des légumineuses, voilà, pour avoir quand même des protéines, mais des protéines végétales. Ensuite, les compléments, il y avait un truc sur les compléments pendant la grossesse. Les oméga 3, c'est super intéressant. On peut en prendre toute la grossesse, sauf le dernier mois, parce que c'est quand même un petit peu fluidifiant. Donc, on va éviter, voilà, pour l'accouchement, s'il y a une césarienne ou quoi. Un complexe de vitamines du groupe B, dont la B9, mais la B6, ça va aussi aider le moral, les problèmes quand on n'a pas faim, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire, vitamines du groupe B, les oméga 3, le magnésium. Après, ça peut être des minéraux aussi. En fait, le bébé, il pompe aussi beaucoup de minéraux. Quand on a des crampes, des choses comme ça va être intéressant d'aller vers des complexes de minéraux ou de l'eau de Quinton qui est naturel et qui est riche en minéraux. Ouais, finalement, tu as pas mal cité tout ça tout à l'heure pendant ta présentation. Oui. Je pense qu'il faudra réécouter Ouais. pour comprendre. Et puis, pour aller plus loin à titre personnel, je vous invite vraiment à aller consulter quelqu'un qui va prendre en compte vos spécificités et vous accompagner au mieux en fonction de où vous en êtes. Je pense que c'est important de ne pas négliger qu'on est unique et l'accompagnement sera aussi assez unique pour toutes. Moi, je voulais vous poser une question à toutes les trois. C'est pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'accompagnement prénatal? Pardon, j'étais en train de lire. Pardon, tu peux répéter la question? Je dis, du coup, vous êtes pas mal spécialisé périnatalité. Et je voulais savoir un peu pourquoi avoir été vers ça, ou est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce genre d'accompagnement? Je veux bien commencer. Du coup, moi, c'est vraiment mon expérience personnelle, puisque lors de ma première grossesse, j'ai fait appel à différentes pratiques alternatives, puisqu'en effet, comme tu disais, on ne peut pas forcément avoir de médicaments, etc. Et puis, notamment à travers le yoga et la sophrologie, j'ai pu vraiment être plus actrice de ma grossesse et de ne pas voir la grossesse en effet comme une maladie. Le fait de pouvoir bouger jusqu'au bout. La veille de l'accouchement, je pouvais encore faire des postures. Et l'alimentation, tout ce que notamment Alice t'a pu décrire, ça agit vraiment sur la grossesse et aussi sur l'après. Donc, travailler sur avoir confiance sur ses capacités, sur ce que notre corps peut faire, et puis de s'aider de personnes spécialisées dans ce domaine, ça m'a donné vraiment envie quand on voit les résultats pour soi, de le transmettre aux autres. C'est clair. Je ne sais pas si Alice ou Élodie, vous voulez partager? Ouais. Alors, moi, personnellement, je suis quand même généraliste. Je vois de tout. Je ne suis pas spécialement spécialisée. Bref. Tu ne fais pas que ça. Voilà, je ne fais pas que ça. Je vais y arriver. Après, la grossesse, voilà, c'est quelque chose de magique. Moi, personnellement, j'ai 2 enfants, mais j'ai fait 2 grossesses non naturaux, parce que c'était avant ma reconversion. J'aurais rêvé, après ma formation, de connaître tout ça et d'avoir eu des grossesses de naturaux. J'aurais bien aimé. Donc, si je peux aider aujourd'hui, maintenant que j'ai toute cette connaissance, à aider de faire en sorte que, voilà, encore une fois, on est le meilleur terrain, le meilleur terreau possible, la meilleure enveloppe. D'ailleurs, on a un petit peu parlé de visualisation. Je trouve ça aussi super intéressant de visualiser, voilà, ce corps, cet écrin qui va être en bonne santé, où tout va circuler, qui va pouvoir accueillir ce petit bébé. Cette graine, ce fœtus, ce bébé. Voilà, c'est un moment qui est magique et c'est super intéressant de pouvoir accompagner les femmes à travers ça. Merci Alice. Pour ma part, donc, je suis spécialisée donc, en périnatalité et plus en pédiatrie. Ma mère, elle était nourrice, donc j'ai toujours été avec des enfants.
Donc, j'ai vraiment l'impression en fait, de comprendre les enfants. Pareil, je suis beaucoup en contact avec des femmes enceintes et du coup, ça m'a toujours passionnée. Et ensuite, donc, comme Claire, j'ai en fait toujours entendu ma mère et les femmes de ma famille dire que lorsqu'on est enceinte, en fait, on n'est pas malade et donc on peut continuer à faire. Et j'ai toujours entendu ma mère dire en fait, la veille de ma naissance, en fait, elle portait genre donc des pattes d'eau, en fait. Donc, au final, je trouve que la femme, elle devrait vraiment être accompagnée et qu'on devrait arrêter de voir la femme comme une femme malade. Et d'ailleurs, genre dans les autres pays, donc la femme, elle va être accompagnée au niveau médical et aussi, en fait, avec tout ce qui est toutes les médecines douces. Et aussi, je trouve qu'il faut pas que les femmes hésitent à se faire confiance lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'elles accueillent leur bébé. Car en fait, l'instinct donc maternel, il va venir naturellement et donc on va savoir répondre aux besoins du bébé de manière naturelle et aussi aller durant votre grossesse et une fois que le bébé est né, vers des gens positifs qui vont vous aider. Et par exemple, dans les autres pays, toutes les femmes de la famille autour de la femme, en fait, aident la femme enceinte, conseillent la femme enceinte. Et pareil, une fois que le bébé il est là, en fait, elles vont être là pour l'aider, pour si elles ne savent pas faire. Et donc, en fait, elles vont lui montrer être des exemples. Ouais, bah, ça me fait rebondir. C'est vrai que l'aspect postpartum, enfin que personnellement, je regarde parce que les conseils que j'ai, c'est beaucoup de préparer cet après où bah, le bébé, il est plus dans notre ventre, il y a un vide, il se passe plein de choses au niveau hormonal, mais de bien se faire entourer. C'est vrai que bon, nous, on a tendance à être dans notre foyer avec notre compagnon éventuellement et peut-être quelques autres personnes, mais un peu isolé. Et ouais, je pense que dans d'autres communautés, cultures, justement, d'avoir une communauté sur laquelle se reposer, bon, on entend aussi pas mal parler des doulas aujourd'hui pour venir en accompagnement et il ne faut pas hésiter, même des conseillères en lactation, des choses comme ça. Mais ouais, super important. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vois qu'il y en a qui retournent déjà au travail. Il y a encore des petites questions pour les carences en fer. C'est vrai que souvent, il y a les médicaments, ça constipe beaucoup, je crois. Ouais, bah, effectivement, oui, tout ce qui va être, pour citer le tardiféron par exemple, c'est pas forcément optimum, en plus ça va constiper et puis ça ne remonte pas forcément les carences comme il faut. Après, il faut faire attention au fer, il faut quand même avoir un dosage sanguin parce que trop de fer, c'est pro-oxydant, donc c'est vraiment pas bon pendant la grossesse. Après, déjà dans l'alimentation, avoir le maximum de végétaux, le persil et le graines de sésame, ça va être assez riche. Et puis une cure de spiruline avec, en prenant aussi il faut associer le fer végétal du coup avec de la vitamine C, donc voilà, un agrume, des agrumes par exemple, ça va être intéressant pour remonter un taux. Et du coup, voilà, ça se fait en douceur, mais il faut le prendre sur au moins 3 mois la cure de spiruline. Mais quand même checker avec un dosage sanguin quand même voilà, le taux de fer pour pas qu'il aille au-dessus d'un certain seuil. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous trois. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot pour la fin. Bah, merci déjà de nous avoir donné l'opportunité voilà, de pouvoir faire cette petite conférence, d'échanger des conseils. Et puis je suis contente parce que ce qui a beaucoup été rappelé, effectivement, c'est voilà, le fait que la femme enceinte, elle n'est pas malade, elle est en pleine forme, qu'il faut qu'elle s'écoute, qu'elle se fasse confiance. Et il faut revenir à l'instinct, c'est exactement ça. C'est quand je parlais d'intuition, c'est ça en fait. Vraiment, c'est celle qui peut le mieux savoir. Et pour son enfant aussi derrière, de se faire confiance, mais ça passe aussi quand même par de l'information, voilà, être au courant. Pour être acteur de sa santé, il faut quand même s'informer, lire des choses, être autonome et puis voilà, être connecté à son corps, écouter son corps. Voilà, merci à tous. Merci, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Se connecter, puis c'est vrai que le milieu médical, je pense qu'ils ont beaucoup, ils regardent beaucoup les risques et donc ils nous parlent beaucoup des risques et ça nous fait peur, ça nous angoisse. Mais en fait, moi personnellement, j'ai eu aucun souci, tout va bien. Bon, merci, tant mieux pour moi, tout le monde est différent. Mais d'autant plus, je vais m'écouter et ce qui se passe pour moi sera différent pour Claire ou pour une autre personne, c'est sûr. Bien sûr, et être accompagné. De toute façon, il faut aussi être accompagné par le corps médical, évidemment. Ah oui, bien sûr, évidemment. Pathologie pendant la grossesse, voilà, c'est vraiment une complémentarité entre les pratiques. Ouais, vous êtes complètement en complément du suivi avec votre gynécologue, votre sage-femme, la maternité. Là, c'est des techniques, mais de toute façon, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont formées, certaines sages-femmes, pardon, qui sont formées à la sophrologie ou à l'acupuncture. Donc, finalement, ça va être complet, un accompagnement plus complet, en fait. Ouais, la tendance, elle est vraiment dans l'accompagnement global aujourd'hui.
Et même les praticiens, dans les maternités, il y a vraiment, voilà, on essaye de trouver toutes les solutions naturelles. Et comme tu parles en postpartum, on se forme un peu sa communauté. Il y a aussi la communauté pendant la grossesse pour s'accompagner. On se prépare et aussi un mot de la fin. En tout cas, ne pas culpabiliser de ce qui se passe. Il peut y avoir des complications, etc. C'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous n'avez pas fait ci, pas fait ça. C'est qu'il y a des choses, parfois, c'est comme ça et il faut se faire confiance et tout ne sera pas parfait. Mais voilà, croire vraiment dans ses capacités à faire naître le bébé, quoi qu'il se passe. Il y aura son lot de turbulences, mais vous allez accueillir votre bébé. Merci Claire, super. Élodie, tu veux nous dire un petit mot? Tout a été dit et aussi, donc je vous remercie, donc Médecine plus Claire et Alice pour nous avoir éclairés et donc j'espère qu'on a aidé les femmes enceintes et qu'elles pourront mieux gérer leur grossesse pour qu'elles se sentent vraiment sereines et qu'en fait qu'elles profitent de ce moment-là. Ouais, en tout cas, un grand merci à vous trois. C'était très riche en informations, c'était condensé, on le savait que le timing serait un peu juste, mais franchement, avec le replay, là, c'est quand même une mine d'informations. Merci beaucoup. Il y a tout le monde qui nous remercie pour le chat, très intéressant, ces conseils, ces initiations. Donc, je pense qu'il y en a qui découvrent aussi peut-être certaines pratiques. Écoutez, moi, je vous invite en tout cas à vous faire accompagner avec des praticiens. Sur Médecine, vous pourrez retrouver Élodie, Alice et Claire. Donc, pour certaines pratiques, c'est possible à distance, bon, l'ostéopathie moins. Et puis sinon, trouver des praticiens près de chez vous. Vous informer, est-ce qu'ils sont formés en périnatalité, éventuellement, si vous voulez. Moi, je vais vous envoyer le webinaire, comme ça vous allez retrouver toutes les informations. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous, parce que comme disait Claire, il y a des communautés autour de la grossesse, donc peut-être que vous serez amené à rencontrer d'autres femmes qui ne connaissent pas, et ça pourrait éventuellement les aider. Donc, je vous souhaite de profiter à toutes au mieux de votre grossesse. Je vous souhaite que tout se passe bien, que vos projets aboutissent pour le mieux, et puis je vous souhaite une excellente journée à tous. Bonne journée à toutes. Au revoir, bonne journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir.